Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Monaco Info. Voici les titres de ce samedi. Le Proreco à Monaco, le club italien de water-polo, le plus titré au monde, a rendu visite aux jeunes de l'AS Monaco Natation hier soir. Un grand moment de partage auquel nous avons assisté. Le calendrier de la saison 2026 de F1 est sorti. Le premier Grand Prix est prévu le 8 mars, le nôtre le 7 juin. C'est l'occasion de commencer à parler des nouveautés, notamment en termes de règlement. Notre spécialiste, ancien grand reporter à l'équipe, Eric Bilderman, nous livrera son analyse dans quelques minutes. Si vous avez toujours le nez qui coule et du mal à vous soigner, nous vous parlerons ce soir d'une nouvelle méthode contre les maladies de l'hiver, la mycothérapie. Quand les champignons aident à prévenir avant de guérir, vous verrez, c'est fascinant. Et puis la chronique US nous emmènera à New York, qui abrite une grande majorité d'immigrés vénézuéliens, malgré eux au cœur de l'actualité, puisque c'est dans la grosse pomme que sera jugé leur président Nicolas Maduro depuis sa capture par les États-Unis. Notre correspondant est allé à leur rencontre. Mais avant de développer ces titres, ça vient de tomber. Monaco part en 8e de finale de la Coupe de France. L'ASM-FC domine Orléans 3-1 en 16e sur la pelouse adverse, porté surtout par un doublé de Georges Ilenikena après l'ouverture du score de Balogun. Orléans a eu le temps de limiter la casse juste après la 90e minute. Une solide performance qui permet aux hommes du Rocher de reprendre confiance avant leur match contre Lorient le week-end prochain et le choc face au Real Madrid mardi 20 janvier en Ligue des Champions. Autre sport, au cœur de l'actualité ce week-end, le water-polo. La section de l'AS Monaco Natation a accueilli l'une des plus grandes équipes au monde, le Proreco, pour un moment exceptionnel de partage et de transmission avec les jeunes du club. Gaëtan Lebrun et Alexandra Paolini l'ont passé avec eux. Référence mondiale du water-polo, le Proreco, club le plus titré du monde, était à Monaco pour entraîner les U12 et U14 de l'AS Monaco. Pendant 1h30, les jeunes ont bénéficié des conseils des joueurs et du staff italien, entre travail technique et apprentissage des valeurs du sport de haut niveau. We like a lot to work with the kids, especially when the period in the year in the season is fine, because when a guys can make practice with the champion, something in the mind change and water polo enter inside, and for us is an honor, and for these kids I hope that will be an amazing experience. Un moment inoubliable pour les jeunes de l'AS Monaco Water-Polo et une expérience formatrice au plus haut niveau. Dès ce soir, des entraînements et un partage avec les joueurs professionnels pour les petites catégories de notre club U12 et U14. Ensuite, il y aura un entraînement avec notre équipe première qui joue en National 1 depuis 2 ans. Et on renouvelle l'expérience avec l'équipe U16 qui va pouvoir justement être entraînée par leur entraîneur Sandro Sucno et les joueurs de l'équipe professionnelle. Et enfin, on finira en beauté par une rencontre de gala ouverte au public dès 19h. Avec donc un match d'entraînement qui est ouvert au public entre l'ASM Natation qui joue en National 1 et le Proreco qui joue la Ligue des Champions. Après la séance, les jeunes ont pu échanger avec les joueurs lors d'un moment convivial et repartir avec des dédicaces mais surtout des étoiles plein les yeux. C'est officiel, depuis quelques jours on connaît le calendrier de la saison 2026 de Formule 1. Le départ sera donné en Australie, à Melbourne, le 8 mars prochain. Une année qui s'annonce déjà très différente, avec des changements notables notamment dans la réglementation. Pour en parler, nous recevons l'expert incontesté de la F1, ancien grand reporter à l'équipe, Eric Bilderman. Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous rejoindre sur Monaco Info pour évoquer cette nouvelle saison qui débutera dès le 8 mars, un peu plus tôt que l'année dernière sur le circuit australien d'Albert Park, tandis que chez nous à Monaco ce sera plus tard le week-end du 7 juin. Oui, absolument, une saison qui s'annonce incertaine. On a toujours 24 Grands Prix, mais on a un nouveau règlement technique et également des nouveaux entrants avec Cadillac qui arrive en Formule 1, avec Audi qui arrive également en Formule 1. Donc, beaucoup d'excitation et d'incertitude. Quelques changements cette année, on va prendre le temps de les détailler avec vous. D'abord, on peut le préciser, en 2025, on avait eu droit à cette grande cérémonie de présentation commune des écuries à Londres. Pas cette fois, chacune fera sa propre cérémonie de son côté. Oui, ça sera des cérémonies à minima, d'autant plus que chacun doit garder jusqu'au dernier moment secret
les évolutions technologiques, mais surtout les évolutions aérodynamiques qui vont être portées sur les Formule 1 du fait du nouveau règlement. Donc on risque d'avoir des présentations, on appelle ça des shadow cars, des voitures qui sont quasiment des voitures fantômes, des voitures ombres qui ne représentent pas véritablement ce que l'on verra sur la piste au mois de mars. Et d'ailleurs, dès les premiers essais qui vont avoir lieu à Barcelone de manière privée, puisqu'aucun journaliste, aucune télévision ne sera admis sur place, on sait déjà que les constructeurs n'amèneront pas toutes les évolutions, toutes les idées qu'ils ont pour ne pas justement se les faire voler, chipper par les autres concurrents. Donc c'est un poker menteur absolu. On dit que l'année 2026 s'annonce déjà comme un tournant pour la F1, Eric Biederman, puisque le règlement technique évolue, vous l'avez dit, ce qui doit entraîner une grande métamorphose des monoplaces par rapport à 2025. Quels sont ces changements qui vont s'opérer dans le règlement ? Alors déjà, visuellement, les voitures seront un peu moins longues de 20 cm, un peu moins larges de 10 cm, c'est pas grand-chose, mais en particulier sur le Grand Prix de Monaco, tous ces centimètres gagnés, c'est de la vivacité, de l'agilité et des capacités de pouvoir doubler. Les pneus seront également moins larges. Ça, c'est pour le look extérieur. Ensuite, on supprime l'effet de sol. On est sur des voitures donc qui seront un peu moins difficile sur le plan physique pour les pilotes, mais au-delà de ça, ce qui va être important, c'est la technologie moteur, c'est-à-dire qu'on est sur toujours des 6 cylindres, mais cette fois-ci avec 50% de puissance électrique, 50% de puissance thermique, donc on va vers de plus en plus d'électrification, d'hybridation de la technologie, et le DRS disparaît, vous savez, ces fameux ailerons qui s'ouvraient en ligne droite, là on va être sur un système d'overtake où vous allez avoir le pilote qui sera à moins d'une seconde derrière celui qu'il souhaite doubler, qui pourra appuyer sur un bouton qui lui donnera une forme de boost pour pouvoir donc effectuer sa manœuvre de dépassement. C'est une autre technologie, mais ça aura à peu près le même effet visuel que ce que l'on voyait avec le système du DRS. Le but du jeu, c'est d'essayer, avec ce système-là, d'éliminer une partie des problèmes de perturbation aérodynamique de voitures qui se suivaient. Chacun ouvrait le train DRS. Là, il va y avoir ce bouton qui permet véritablement à celui qui attaque de pouvoir un avantage. C'est une évolution et presque une révolution. Et il faut souligner que cette évolution du règlement fait l'objet aussi d'une polémique entre les constructeurs. Il fallait s'y attendre parce que Mercedes d'abord et puis Red Bull ensuite auraient trouvé une faille dans ce règlement qui leur permettrait de booster le potentiel de leur moteur, pénalisant de fait les voitures concurrentes. On pense à Ferrari qui montre déjà les crocs. Sans être trop technique, expliquez-nous cette polémique. En fait, du côté de chez Mercedes et du côté de Red Bull, on a trouvé un moyen de jouer sur le taux de compression. C'est-à-dire quand il est mesuré à froid, on est dans la légalité, mais à chaud, de par la dilatation des alliages que ces deux écuries ont imaginé sur leur moteur, eh bien, on gagne de la puissance, on gagne quelque part de l'oxygène pour la voiture qui pourrait être 3 à 4 dixièmes plus rapide autour, bien entendu selon la typologie des circuits. Donc on est dans la légalité quand le moteur est analysé à froid, mais on ne l'est pas dans la dilatation du moteur qui serait constatée à chaud. Reste à savoir si le règlement, c'est à froid et que c'est comme ça, ou si ceux qui contestent ce point de règlement demandent à ce que le calcul soit fait par des appareils de mesure qui seraient à bord des monoplaces, soit effectivement capables de pouvoir mesurer ça. Une chose est sûre, c'est que dans les premières semaines de la saison, en particulier en Australie, il va y avoir des recours qui vont être faits et malheureusement, on risque d'avoir des classements, des courses dont on ne saura pas forcément tout de suite si la validité de certaines voitures, de certaines monoplaces sera acceptée ou pas. C'est le mauvais côté du changement de réglementation. L'intelligence est telle en Formule 1 chez les ingénieurs, chez les managers, chez les dirigeants que tout est possible pour trouver des failles dans les règlements. Ça va être l'actualité de 2026 sur cette saison. Et puis du côté des pilotes, alors, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Quelles sont les stars de 2026 ? Est-ce qu'il y aura du changement de ce côté-là ? Alors, on va retrouver globalement les mêmes pilotes. Par contre, plutôt que de vous parler de ceux qui changent d'écurie, en fait, c'est ceux qui vont changer sur le plan technologique de fournisseurs. Je prends l'exemple
de Red Bull. Red Bull, qui était globalement la meilleure écurie avec McLaren sur la dernière génération des Formule 1, se retrouve cette fois-ci à faire elle-même son moteur. Même si ce moteur va être à un moment donné estampillé de la marque Ford, puisque Ford s'associe au programme de développement de l'écurie Red Bull, on ne sait absolument pas si Max Verstappen va avoir une voiture qui sera efficace, qui sera au même niveau qu'elle a été ces dernières années. Donc, on peut avoir un Max Verstappen qui, en début de saison, se retrouve 10e, 12e, 15e sur la grille. Donc ça, c'est forcément des points d'interrogation exceptionnels. Et en parlant des grilles, dernière question forcément sur les épreuves. Est-ce qu'il y aura des particularités cette année, d'autres choses qu'on pourrait relever sur le programme, le calendrier? Sur le calendrier, globalement, on est sur les mêmes grands prix que la saison dernière. On a effectivement le décalage qu'il y a sur le Grand Prix de Monaco, mais globalement, les évolutions cette année, elles se font pas sur l'organisation, elles se font sur la technologie, elles se font sur les moyens techniques et donc également sur la capacité humaine de voir des pilotes comme Hadjar. On dit Hadjar, il signe chez Red Bull, c'est extraordinaire, ça va être le Français qui va pouvoir être mis en avant et peut-être qu'il va galérer parce que la Red Bull sera mal née sur le plan moteur. On espère surtout du côté de chez Aston Martin qui signe avec Honda, qui a récupéré Adrian Newey, qui a été l'ingénieur de génie de Red Bull ces dernières années, qui est en train peut-être de nous amener une voiture extraordinaire sur le plan sportif. Et donc, ça voudrait dire que le pilote le plus ancien de la Formule 1, Fernando Alonso, pourrait être celui qui pourrait être une tête d'affiche de 2026. Donc, l'excitation, elle n'est pas sur le calendrier, elle est sur ce qui va se passer en technologie et sur la piste. Et ce sera donc notre conclusion en amorce d'une grande saison qui s'annonce. Merci beaucoup, Eric Bederman, d'être passé nous voir pour évoquer ensemble ce calendrier 2026 de la F1 et ses particularités. Et on se donne rendez-vous de nouveau très vite pour suivre tout ça de près. Merci à vous. Merci. Pour refermer cette page sportive, regardez ces images qui nous parviennent de Suisse. Le prince Albert II vient d'être honoré à Saint-Moritz, cette célèbre station de sport d'hiver qui accueille des événements prestigieux sur son lac gelé. Et c'est aussi là que la Fédération internationale de bobsleigh et de skeleton, avec l'Olympia Bob Run historique, a créé le Hall of Fame, le temple de la renommée, qui intronise régulièrement des athlètes et légendes internationales de ces sports. C'est à ce titre que le prince souverain de Monaco en a lui-même été fait membre hier, vendredi, au même titre que 5 autres personnalités pour leurs exploits olympiques, mondiaux et européens impressionnants en tant qu'anciens athlètes. Le prince ayant été quintuple olympien au bobsleigh, skeleton, entre autres président également du comité olympique monégasque et de la fédération monégasque de ces disciplines. Tout autre chose à présent, vous avez peut-être déjà constaté des périodes où votre système immunitaire vous fait défaut, surtout en ce mois de janvier, froid et propice à tous les virus. Alors pour prévenir plutôt que guérir, il existe plusieurs solutions, parmi lesquelles la mycothérapie, une pratique qui emploie le champignon comme médecine préventive. C'est le laboratoire TerraScience qui s'est emparé de cette petite révolution et ça se passe à Monaco. Immersion signée Alban Gingembre et Alexandra Paolini. À l'intérieur de ces gélules, de la poudre de champignons. Tradition asiatique ancestrale, la mycothérapie, c'est l'usage de champignons à des fins médicinales. Mais alors, comment ces gélules agissent-elles sur notre organisme ? Les champignons médicinaux vont produire ce qu'on appelle des bioactifs, donc principalement des alpha et des bêta-glucanes, qu'ils produisent eux-mêmes pour se protéger, mais qui vont avoir le même type d'effet sur notre organisme. Défense immunitaire, stress, digestion, énergie, imperfection cutanée, il existe autant de champignons que de champs d'action sur la santé. Dans ce laboratoire, contrairement à de nombreux produits européens, les champignons proviennent directement d'Asie. C'est un climat qui est adapté pour ce champignon, qui permet la bonne culture et d'avoir aussi tous les composants au sein du champignon. Notre but, c'est d'avoir des produits sûrs sur le marché qui correspondent et qui sont conformes à la réglementation en Europe. Donc on va vérifier plein de paramètres chimiques, microbiologiques, la quantité d'actifs sur les matières premières directement et on va les contrôler en Europe. Habitué à proposer des produits ciblés, TerraScience propose aujourd'hui une nouvelle gamme de mycothérapie intégrative associée aux probiotiques. D'avoir associé des probiotiques qui ont déjà un certain bénéfice sur un axe santé et qu'en plus on a les champignons qui viennent par-dessus, ça fait une synergie d'action et donc ça améliore forcément le bénéfice chez le consommateur. Ça fait partie de tous les outils thérapeutiques qu'on peut avoir et il fallait qu'on ait cet outil supplémentaire.
Une renaissance scientifique majeure pour la mycothérapie qui, les études cliniques le prouvent, assure le maintien des fonctions clés de l'organisme. Vous l'avez peut-être aperçu dans les ruelles de Monaco-Ville ce matin, la mini-déchetterie poursuit sa route en 2026. Depuis son lancement en mars dernier par la SMA, un service de proximité bien pratique mis en lumière dans ce reportage de Sarah Nkari et Hugo Comassa. Un samedi par mois, cette camionnette s'installe en bas de chez vous pour collecter gratuitement les déchets qui ne sont pas autorisés dans les poubelles classiques. Un exemple des piles que l'on jette dans une poubelle normale, ça peut être très dangereux, surtout quand elles arrivent à l'unité de valorisation énergétique, où là elles seront incinérées, donc ça peut prendre des dimensions un peu importantes de feu, etc. Donc l'idée c'est vraiment de déposer les piles à la déchetterie ou au centre d'accueil à la SMA ou sur le petit camion itinérant pour que justement elles suivent le bon traitement. Des piles, mais pas que. Médicaments, ampoules, cartouches d'encre, peinture ou encore solvants. La déchetterie itinérante accepte une large palette de déchets spécifiques. Chaque mois, dans un quartier différent, ces habitants du Rocher saluent l'initiative. Je trouve ça super pour les gens qui ne peuvent pas se déplacer en bas à Fontvieille, au centre. Et moi, en fait, je garde chez moi un petit sac où je mets tous mes petits déchets comme ça qui ne peuvent pas aller à la poubelle. Et comme il y a ce petit service, je viens. Ou alors en bas, quand ils font sur le quai Monacollect. Ces rendez-vous sont aussi l'occasion pour la SMA de sensibiliser et de rappeler les bons gestes du tri. Le carton à pizza, vous avez l'orientation du jaune et le jaune ça correspond au bac jaune papier. Les cartouches d'encre, ça tombe bien, c'est point d'apport volontaire ou déchets ménagers spéciaux comme aujourd'hui. On peut donner des informations sur le tri des ordures ménagères, du tri des déchets, sur le verre, les emballages et le carton, enfin tout ce qui est nécessaire et utile pour trier en bonne et due forme. Prochain stop, le 7 février, avenue Hector Otto, dans le quartier du Jardin Exotique. Entre-temps, vous pouvez toujours vous rendre rue du Gabian. C'est la nouvelle place to be à New York. Le quartier de Spanish Harlem accueille non seulement de plus en plus de touristes, mais surtout une diaspora d'origine latino-américaine, majoritairement composée de Vénézuéliens, des immigrés qui se retrouvent aujourd'hui, bien malgré eux, au cœur de l'actualité des tensions géopolitiques entre les États-Unis et leur pays d'origine, le Venezuela, depuis la capture orchestrée du dictateur Nicolás Maduro. De quel œil voit-il ce climat actuel? Notre correspondant Bastien Bory est allé à leur rencontre. C'est la chronique US de ce samedi. Il est des quartiers qui se lisent d'abord sur leurs murs, devenus lieux de mémoire où s'exposent figures locales et luttes actuelles. Dans les rues de Spanish Harlem, la moitié des 120 000 résidents parlent espagnol avant l'anglais, une exception culturelle préservée dans un Manhattan pressé. Par endroits résonne même l'écho des années 40, quand cinéma, théâtre, cafés et écoles de danse naissaient avec les premiers immigrés cubains, portoricains et vénézuéliens. Ils sont là sur ces archives de 1948. Pères et mères d'un faubourg encore pauvre venus occuper les emplois que la Seconde Guerre mondiale avait laissés vacants. En quelques années, Celia Cruz, Sammy Davis, Piri Thomas et d'autres y marquaient d'accent latino le répertoire musical et littéraire américain. Mais un demi-siècle plus tard, les enfants vénézuéliens d'Harlem sont rattrapés par l'actualité. Capturé début janvier par l'armée américaine, le président du Venezuela, Nicolás Maduro, est accusé de narcoterrorisme. Une intervention militaire tantôt célébrée, tantôt dénoncée. Dans le quartier, la diaspora vénézuélienne est divisée. Lo único que le pido al presidente Donald Trump es que sea lo más estratégico que pueda, de que no vayan a haber muchas víctimas ni nada. D'autres y voient plutôt la mainmise américaine sur un Venezuela riche en pétrole. Así como puedo pensar yo que nosotros necesitamos ayuda de una intervención extranjera para nuestro país, pues yo tampoco estoy de acuerdo con una intervención para nuestro país. Sería incapaz de hacerlo. Todos sabemos que no va a ser una intervención para nuestro país, para los venezolanos, no. Mais au pied de fresques renvoyant aux racines précolombiennes de ses habitants, Spanish Harlem résiste aux crises du moment. La communauté latino représente 20% de la population des États-Unis. 10 000 événements culturels par an lui sont consacrés dans le pays, des chiffres qui ne cessent de croître. La section internationale du lycée Albert Ier a organisé des retrouvailles cette semaine. Elles ont rassemblé les élèves actuellement scolarisés et ses anciens diplômés le temps d'une soirée. L'occasion de découvrir les évolutions de cette section et d'échanger sur ses bénéfices. Alexandra Pagny et Camille Caloni ont assisté à ce moment.
Créée en 1987, elle fêtera l'année prochaine ses 40 ans. La section OI, Option Internationale, propose aux élèves de la Principauté un enseignement bilingue et une ouverture culturelle à l'international. Sorry we left you with these two. We hope you didn't get too bored. La section internationale, c'est 8 heures d'anglais, 6 heures de littérature par semaine et 2 heures d'histoire en anglais, histoire de l'Amérique surtout, des États-Unis. Et c'est vraiment pour approfondir notre culture dans la langue anglaise et aussi notre culture générale. Et je trouve que c'est très enrichissant pour moi-même mais aussi pour mon futur si je veux aller à une université anglaise à l'international. L'année prochaine, j'ai la chance d'aller à Boston et à Philadelphie et c'est grâce à Loïc que je peux faire ces expériences. Depuis sa création en 1987, la section a progressivement évolué. Cette réunion d'anciens élèves proposait justement un moment d'échange et de partage entre les élèves qui suivent actuellement le cursus au sein du lycée Albert Ier et d'anciens diplômés. What are the reasons to join the section? You might ask yourself. L'idée, c'est d'habitude, on leur offre un spectacle grandeur nature où les 3 niveaux, les 3 classes sont sur scène. Cette année, en raison des circonstances particulières, nous avons revu nos objectifs, nos ambitions à la baisse, mais nous avons tenu quand même à maintenir la tradition. Et c'est un format un petit peu différent. Et le lycée Régnier 3 nous accueille dans des locaux qui nous permettent après d'organiser un temps d'échange autour d'une galette des rois pour que les nouveaux et les anciens puissent faire connaissance, échanger peut-être leurs expériences, bénéficier des conseils de ceux qui sont passés par là. Actuellement, la section internationale compte 74 élèves au lycée Albert Ier. Et si vous êtes intéressé par cet enseignement bilingue, sachez que l'intégration se fait généralement à partir du collège, mais aussi au niveau de la seconde. Dans ce cas-là, il faudra passer un test. Prenons maintenant la direction de l'espace 22 pour une séquence culturelle avec cette toute nouvelle exposition. Elle s'appelle Shared Silences. 5 artistes y explorent le pouvoir du silence à travers leurs toiles, leurs collages et leurs photographies. Une thématique commune qui offre des regards aussi originaux que variés. Les images de Julien Laugier, commentées par Alban Gingembre. Shared Silences, silence partagé, c'est le nom de cette exposition qui regroupe les interprétations de 5 artistes. Pour cette peintre italienne, le silence se matérialise par une promenade dans un jardin. Quand on se promène dans un jardin, on a un contact avec la nature, on partage avec la nature et la beauté de la nature rentre et parle avec la beauté qu'on a à l'intérieur de nous. À Monaco, on a la roseraie de la Princesse Grace. Et donc, j'ai travaillé pour cette exposition autour de la rose. Dans un autre registre, ces toiles reflètent les silences intérieurs de l'artiste plus que le silence lui-même. Je peins normalement en fonction de mes émotions. C'est vraiment un exutoire pour moi. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qui peut m'arriver dans la vie, je vais avoir des toiles qui peuvent être assez sombres, comme d'autres avec beaucoup plus d'éclat de couleurs, ce genre de choses. Et voilà, on va dire que c'est vraiment les événements de la vie, les émotions et ce genre de choses. Une thématique commune qui laisse place à des interprétations variées. Il y a vraiment des choses totalement différentes et des techniques totalement différentes. Et c'est là qu'on se rend compte que on a toujours besoin en fait de regarder d'autres artistes, de voir ce qui se fait. Il y a des personnes qui réagissent avec des couleurs très vives et des personnes qui vont imaginer des œuvres avec des couleurs pastel, des couleurs beaucoup plus soft. Une exposition multi-artistes qui donne du sens à chaque silence. Et sachez que cette exposition sera visible jusqu'au 31 janvier prochain à l'espace 22. Un mot pour finir sur les Sérénissimes de l'humour qui, vous le savez, feront leur retour du 10 au 14 mars prochain. Une édition anniversaire, ce sera la 20e déjà. Au programme, notez qu'Issa Doumbia ouvrira le bal le 10 mars, suivi de Danny Boone le 11, Nawel Madani le 12, le Comédie des Sérénissimes, la soirée stand-up des jeunes talents sera proposée le 13, et ce sera Noël Perna qui clôturera la semaine le 14 mars. Tous les spectacles seront à 20h, introduits une nouvelle fois par Calixte de Nigremont. Et sachez, c'est important, que les Sérénissimes de l'humour
d'humour, fidèles à leur engagement solidaire aux côtés d'associations locales, soutiendront cette année la SPA de Monaco. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouverez Sarah Nkari pour les prévisions météo de votre dimanche. On se quitte sur un retour en images de l'entraînement de hockey sur glace des jeunes du Skating Club de Monaco ce matin. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Les clichés sont signés Ed Wright. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service. Bonsoir à toutes et à tous, le week-end se poursuit avec un beau soleil sur la principauté. Demain, le ciel restera parfaitement bleu avec moins de vent et des températures en légère hausse, 5 degrés au lever du jour et jusqu'à 13 dans l'après-midi. Côté calendrier, notez que nous fêterons ce dimanche la Saint-Paulin. Excellente soirée avec nous sur Monaco Info et à demain. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.